Accrochez-vous, car l'histoire d'aujourd'hui, qui nous vient de Lyon, est intense. Ce soir-là, la pluie battante qui s'abattait sur Lyon martelait mon pare-brise. Mais rien ne pouvait éteindre le feu de l'espoir qui brûlait dans ma poitrine. Je m'appelle Jeanne Martin, j'ai 32 ans, et je venais de terminer une autre garde éreintante comme aide-soignante, simplement pour maintenir ma famille à flot. Ma main a instinctivement effleuré la poche cachée de mon soutien-gorge, où j'avais soigneusement rangé un ticket de loto d'une valeur de 5 millions d'euros. Ce mince morceau de papier me semblait être un passeport, celui qui libérerait enfin ma famille de la dette écrasante que nous subissions depuis tant d'années. J'ai conduit à travers la tempête, imaginant la joie que j'allais ramener à la maison. Je pouvais déjà voir le soulagement sur les visages de mes parents et l'excitation dans les yeux de ma sœur quand elle réaliserait que nous n'aurions plus jamais à paniquer à cause des factures en retard ou de notre pavillon de banlieue qui tombait en ruine. Mais au moment où j'ai posé le pied sur le porche familier, mes pieds se sont figés. J'ai entendu le bruit sec d'un bouchon de champagne qui saute, suivi de rires bruyants s'échappant du salon. Une célébration chez nous, alors que nos finances nous noyaient. Cela n'avait aucun sens. Mon cœur s'est mis à battre la chamade tandis que je me penchais vers la porte en chêne froid, pressant mon oreille contre le bois pour écouter. Et c'est là que mon monde s'est effondré. Une voix que j'ai reconnue instantanément. Celle de ma sœur, qui a percé le bruit, froide et confiante. La famille a déjà touché 500 000 € d'indemnisation pour le terrain. On n'a plus besoin de Jeanne. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Je n'ai même pas pu assimiler la trahison avant d'entendre la voix de mon père, baissée à un murmure glaçant. Il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser d'elle avant qu'elle ne découvre l'argent. Je suis restée là, tremblante, prise entre la fureur et le chagrin. Réalisant que ma propre famille ne me cachait pas seulement quelque chose, mais qu'elle prévoyait de m'effacer de leur vie. Le ticket de loto pressé contre ma peau me semblait plus lourd que jamais. J'étais rentrée prête à les sauver, et au lieu de ça, je découvrais qu'ils faisaient la fête sans moi. Si cette histoire a capté votre attention, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir notre travail. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous aviez surpris votre famille en train de vous trahir de la sorte? Dites-le nous dans les commentaires avant de découvrir ce qui va suivre. Réprimant le frisson de rage qui se propageait dans chaque cellule de mon corps, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tourné la poignée de la porte comme si je n'avais rien entendu. Dès que la lourde porte en bois s'est ouverte, l'atmosphère de fête dans le salon a disparu instantanément, comme une bougie soufflée par le vent. La bouteille de champagne coûteuse a été précipitamment cachée derrière le canapé beige, tandis que ma famille a immédiatement changé ses expressions de joie pour une misère exagérée. Ma sœur Chloé, qui avait toujours été la princesse gâtée de la maison, a rapidement effacé son sourire narquois pour prendre un air sombre approprié. C'était terrifiant de voir à quelle vitesse il pouvait se transformer de conspirateur jubilatoire en une famille pathétique au bord de la faillite, juste pour me manipuler. Mon père, Gérard, était affalé sur la table de la salle à manger, la tête dans les mains, dans une performance d'épuisement qui aurait trompé quiconque n'avait pas entendu son murmure glacial quelques instants plus tôt. Pendant ce temps, ma mère, Bernadette, n'a pas perdu de temps pour lancer son attaque psychologique en agitant une pile d'avis de retard dans les airs pour attirer mon attention. Elle a commencé à se lamenter sur les factures d'électricité et d'eau qui étaient soi-disant en retard de plusieurs semaines pour me mettre une pression immédiate dès mon arrivée. Maman m'a regardée avec des yeux larmoyants, disant que si nous ne trouvions pas 1 000 € d'ici demain matin, EDF nous couperait le courant. Je suis passée devant eux le cœur lourd, sachant exactement à quel jeu cruel ils jouaient, mais j'ai décidé de tester leur honnêteté une dernière fois avant de passer à l'action. J'ai mentionné nonchalamment une rumeur que j'avais entendue au travail concernant un projet d'aménagement près des quais de la Saône, avec des indemnisations à la clé, pour voir s'ils allaient avouer leur bonne fortune ou s'enfoncer encore plus dans leurs mensonges. Je leur ai demandé directement s'ils avaient entendu parler de voisins recevant des offres de rachat, car les gens parlaient d'une expropriation. Maman a immédiatement nié avec un visage impassible, prétendant que ce n'était que des ragots malveillants, et a insisté sur le fait que nous étions toujours au bord de la saisie, sans argent pour les intérêts bancaires. Elle m'a reproché d'écouter des gondis alors que je devrais me concentrer sur le fait de travailler plus dur pour sauver le toit au-dessus de nos têtes. Sa capacité à mentir en me regardant droit dans les yeux me retourna l'estomac, car je savais que l'argent était déjà sur leur compte.
Chloé était assise sur le fauteuil moelleux, se limant les ongles avec une indifférence qui faisait bouillir mon sang, tandis qu'elle exigeait que je lui remette ma paie immédiatement. Elle prétendait avoir besoin d'argent liquide pour des médicaments sur ordonnance contre la migraine, car sa tête était sur le point d'exploser à cause du stress de notre pauvreté et du manque de nourriture. Cependant, l'odeur entêtante de parfum de créateur qui émanait de son cou racontait une toute autre histoire sur la destination réelle de l'argent. Je savais que ce parfum coûtait plus que notre budget mensuel de courses, mais j'ai gardé une expression neutre pour ne pas éveiller les soupçons sur ce que je savais. Chloé m'a fusillé du regard avec impatience, me demandant pourquoi je restais là à la fixer au lieu d'être utile à la famille qui m'avait élevée. Papa a finalement levé la tête et a fait glisser un épais dossier en carton sur la table vers moi, avec une urgence qui semblait incroyablement forcée. Il a expliqué que je devais signer les documents intitulés « Procuration de gestion immobilière » et « Renonciation à la succession » pour l'aider à restructurer la dette avec la banque. Il a menti avec aisance, disant que ce n'était qu'une formalité pour légaliser les papiers auprès des créanciers afin que nous puissions garder la maison une année de plus. En réalité, je savais que c'était l'outil qu'il comptait utiliser pour me dépouiller de mes droits sur la propriété avant de me mettre à la porte. Il a poussé un stylo dans ma main, me disant de signer tout de suite pour qu'il puisse l'emmener à la banque à la première heure demain matin. J'ai pris le stylo, mais j'ai laissé ma main trembler légèrement pour pouvoir feindre une soudaine vague de vertige, prétextant que ma double garde m'avait épuisé. Je leur ai dit que j'avais besoin de m'allonger 1 heure avant de pouvoir me concentrer sur la lecture de documents juridiques, ce qui les a visiblement agacés, mais ils n'ont eu d'autre choix que de me laisser partir. Je me suis retirée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte à double tour avant de tirer la chaise vers la grille de ventilation au plafond. J'ai soigneusement glissé le ticket de loto de 5 millions d'euros dans la petite fente sous la grille, là où personne ne penserait jamais à regarder. Le lendemain matin, au lieu de prendre la route habituelle pour le travail, j'ai conduit directement au service de l'urbanisme de la mairie de Lyon, car j'avais besoin de preuves concrètes avant de passer à l'offensive. L'imposant bâtiment municipal se dressait près des quais, projetant une longue ombre sur la rue qui semblait étrangement menaçante, compte tenu des secrets capables de changer une vie que j'étais sur le point de découvrir à l'intérieur. Je me suis approchée du guichet des archives, la gorge nouée par l'anxiété, et j'ai demandé les documents publics du plan local d'urbanisme concernant le pâté de maison où vivait ma famille. L'employé a ajusté ses lunettes et a tapé l'adresse dans son ordinateur avec un cliquetis rythmé qui résonnait fort dans la pièce silencieuse, pendant que je retenais mon souffle, attendant que la vérité apparaisse. Elle a tourné l'écran vers moi et a confirmé que tout notre quartier était effectivement désigné pour une acquisition urgente par une énorme entreprise de logistique ayant l'intention d'étendre ses entrepôts sur les bords de Saône. Mon cœur battait à tout rompre quand elle a révélé que le montant de l'indemnisation était significativement plus élevé que les vagues rumeurs que maman avait si facilement balayées la veille. Le document officiel indiquait clairement que le prix de rachat de notre propriété était de 500 000 euros, une fortune qui pourrait changer nos vies pour toujours. J'ai senti le sang quitter mon visage lorsque l'employé m'a montré l'accord préliminaire comportant une signature que je connaissais mieux que ma propre main. Papa avait déjà signé les papiers autorisant la vente, et le système montrait qu'un acompte de 50% avait été viré sur son compte personnel la semaine dernière. Ils étaient assis sur un $250 000 tout en me regardant faire des gardes doubles pour payer leurs courses et en prétendant que nous étions au bord de la saisie. Je suis sortie du bâtiment administratif, prise de vertige face à l'ampleur de leur tromperie, et j'ai immédiatement composé le numéro du service client de notre banque pour enquêter davantage. Comme mon nom figurait toujours sur le compte joint utilisé pour les paiements du prêt immobilier, j'avais parfaitement le droit de me renseigner sur l'historique récent des transactions sans avoir besoin de leur permission. La conseillère a vérifié mon identité et je lui ai demandé de rechercher des schémas de dépenses inhabituels au cours des derniers jours, car je soupçonnais un accès non autorisé par un membre de ma famille. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant avant qu'elle ne liste une série d'achats exorbitants dans des boutiques de mode de luxe où je n'avais jamais mis les pieds. La conseillère bancaire a hésité légèrement avant de prendre la parole d'un ton professionnel mais concerné. « Madame, je vois une transaction de 5 000 euros à la boutique Gucci sur la Presqu'île, enregistrée hier. Voulez-vous confirmer si ce montant est frauduleux ?» J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent et j'ai répondu d'une voix dénuée de toute chaleur. Inutile de le contester, je sais exactement qui a utilisé la carte. Merci pour votre aide.
Il était évident que Chloé flambait déjà l'argent de l'indemnisation pendant qu'il me forçait à payer la facture d'électricité. Je suis donc rentrée tard cet après-midi-là, une froide détermination s'installant dans ma poitrine. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, je me suis figée. L'endroit ressemblait à une tornade, ne laissant rien intact. Mes vêtements étaient sortis des tiroirs et éparpillés sur le sol, tandis que mes livres étaient jetés pêle-mêle sur le lit dans un tas chaotique. Il était douloureusement évident que ce n'était pas l'œuvre d'un cambrioleur, but plutôt de mes parents cherchant frénétiquement une cachette secrète d'argent qu'ils pensaient que je leur dissimulais. J'ai rangé le désordre en silence, sans les confronter immédiatement, car je voulais économiser mon énergie pour la bataille qui allait inévitablement avoir lieu au dîner. L'atmosphère dans la salle à manger ce soir-là était si lourde de tension qu'elle en était suffocante, alors que nous nous asseyions pour manger un maigre repas de reste. Maman a posé la facture d'électricité à côté de mon assiette avec un regard insistant, s'attendant à ce que je sorte mon chéquier comme d'habitude pour couvrir leurs dépenses. J'ai repoussé le papier de l'autre côté de la table et j'ai déclaré calmement que je ne la paierais pas ce mois-ci, ni les mois suivants. Papa a abattu sa lourde main sur la table avec une telle force que les assiettes en céramique ont sauté et vibré violemment contre le bois. Son visage est devenu d'un rouge profond alors qu'il se levait et criait « Tu vis sous ce toit ? Alors tu dois prendre tes responsabilités, ou tu veux que je te mette à la porte tout de suite ?» Je l'ai regardé droit dans ses yeux furieux sans ciller et j'ai répondu avec un calme qui semblait les terrifier plus que n'importe quel cri, « J'ai remboursé chacune de vos dettes pendant les 5 dernières années. Pensez-vous vraiment que je vous doive encore quoi que ce soit ?» La pièce est tombée dans le silence pendant un instant, avant que maman ne change de tactique pour utiliser son arme favorite, la manipulation émotionnelle, afin de reprendre le contrôle de la situation. Elle a éclaté en sanglots théâtraux, se lamentant sur la façon dont elle avait sacrifié sa jeunesse et sa santé pour m'élever, seulement pour être traitée avec un tel manque de respect. Elle a énuméré chaque repas qu'elle avait cuisiné et chaque couche qu'elle avait changée pour me faire sentir comme un fardeau ingrat qui leur devait toute mon existence. C'était une performance que j'avais vue 1000 fois, mais ce soir, elle n'avait aucun effet sur moi, car je connaissais la vérité sur les 500 000 euros. 3 jours après avoir découvert la vérité, une tempête bien plus dévastatrice que n'importe quelle tempête soufflant sur le Rhône s'est abattue sur notre maison. J'étais assise dans le salon, essayant de calculer le meilleur moment pour abattre mes cartes, quand un cri perçant venant de l'étage a brisé le silence fragile de la soirée. Chloé a dévalé les escaliers dans une performance si dramatique et exagérée qu'elle méritait sincèrement un prix pour son mauvais jeu d'actrice. Elle se tenait la poitrine et hyperventilait en m'accusant de m'être faufilée dans sa chambre pendant qu'elle était sous la douche pour voler son bien le plus précieux. Elle prétendait que je lui avais pris son collier en or incrusté de diamants, une accusation ridicule car je savais pertinemment qu'elle l'avait mis au clou il y a plusieurs jours pour financer sa virée shopping secrète. Chloé a fait irruption dans le salon et a pointé un doigt manucuré parfaitement vers mon visage en hurlant à plein poumon pour s'assurer que les voisins entendent. Elle m'a fusillé du regard, de fausses larmes coulant sur son visage, et a crié « C'était toi. Je t'ai vu rôder devant ma chambre tout à l'heure. Rends-moi mon collier tout de suite, sale voleuse. » J'ai levé les yeux de mon livre avec un calme qui l'a exaspéré et j'ai laissé un petit sourire amusé se dessiner sur mes lèvres avant de répondre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit avec un sarcasme mordant « Tu as vendu ce collier pour acheter ton nouveau sac à main de créateur, n'est-ce pas ? Chloé, arrête ta comédie, tu es vraiment une piètre actrice. » Gérard et Bernadette n'ont même pas pris la peine de considérer la logique de ma déclaration ou de demander la moindre preuve avant de sauter à la défense de leur précieux enfant chéri. Ils ont immédiatement endossé le rôle de parents martyrs, le cœur brisé de découvrir qu'ils avaient élevé une criminelle sous leur propre toit. C'était écœurant de voir avec quelle fluidité ils coordonnaient cette attaque, comme s'ils avaient répété toute la scène devant un miroir pour assurer un impact maximal. Maman a porté la main à son collier de perles et m'a regardé avec une expression de profonde déception tout en marmonnant qu'elle avait échoué en tant que mère à élever une fille aussi malhonnête. Papa a claqué le document intitulé « Renonciation de résidence et d'héritage » sur la table basse avec une force qui a fait gémir le bois sous son poing. Il m'a regardé avec des yeux froids et a prononcé l'ultimatum qu'ils avaient clairement planifié depuis le moment où l'argent de l'indemnisation avait atterri sur leur compte. Il m'a dit que j'avais 2 choix, soit je signais le papier et partais immédiatement, soit il appellerait la police pour me faire arrêter pour vol qualifié.
Il a prétendu qu'il ne voulait pas voir sa propre fille menottée, mais qu'il ferait ce qui était nécessaire pour protéger l'intégrité de cette famille. Une froide prise de conscience m'a envahi en regardant le papier, car c'était exactement la méthode pour se débarrasser de moi dont il avait parlé à voix basse ce soir-là. Ils avaient fabriqué un crime pour me forcer à quitter la maison afin de pouvoir garder l'intégralité des 500 000 € sans en partager un centime. C'était un piège parfait, conçu pour me dépouiller de ma dignité et de ma maison d'un seul coup, me laissant avec rien d'autre que les vêtements que je portais. Ils s'attendaient à ce que je supplie pour leur pardon ou que j'implore leur pitié, mais ils avaient gravement sous-estimé la personne qui se tenait en face d'eux. J'ai pris le stylo d'une main ferme et je les ai regardés avec pitié au lieu de la peur qu'ils s'attendaient à voir dans mes yeux. J'ai signé mon nom au bas de la page, sachant que ce bout de papier sans valeur ne signifiait rien comparé au ticket de loto de 5 millions d'euros qui se trouvait en sécurité dans ma poche. Le silence dans la pièce était assourdissant alors que le son du stylo grattant le papier scellait mon départ de cet environnement toxique pour toujours. Je me suis levée lentement et j'ai marché vers la porte où j'avais déjà caché ma valise plus tôt dans la journée, en prévision de ce moment précis. Avant de sortir dans la nuit, je me suis retournée pour regarder une dernière fois les 3 personnes qui étaient censées être ma famille. J'ai rencontré leur regard suffisant avec une expression de confiance absolue et j'ai dit « Vous voulez que je parte ? Très bien, mais ne le regrettez pas quand vous réaliserez que vous venez de mettre à la porte la chose la plus précieuse de toute cette maison. » Je n'ai pas attendu leur réponse, je me suis retournée et j'ai marché dans la nuit noire de Lyon sans un regard en arrière pour la maison délabrée qui n'était plus mon foyer. La pluie avait cessé, mais l'air était vif et pur alors que je commandais un VTC pour m'emmener loin de ce cauchemar. Je me suis installée sur le siège en cuir de la voiture et j'ai dit au chauffeur de m'emmener directement au palace le plus luxueux du centre-ville, car ma vie de millionnaire était sur le point de commencer. Une semaine après mon départ, au lieu de se sentir coupable ou inquiet, ma famille a lancé une sale campagne médiatique conçue pour détruire complètement ma réputation aux yeux de notre entourage. Chloé s'est déchaînée sur Facebook et Instagram, publiant de longues diatribes qui peignaient un portrait horrible et faux de ma personne à quiconque voulait bien l'écouter. Elle a fabriqué une histoire détaillée, affirmant que j'étais une fille ingrate tombée dans une spirale de toxicomanie et que j'avais volé les économies de nos parents âgés avant de m'enfuir avec un petit ami secret. Les bulles de notification sur mon téléphone ont explosé de messages de connaissances communes, demandant des explications ou me bloquant simplement sur la base de ces mensonges. Mais j'ai refusé d'entrer publiquement dans ce drame. Je savais qu'essayer de me défendre dans les commentaires ne ferait qu'attiser leur feu. J'ai donc choisi de garder un silence complet pendant que je préparais ma contre-attaque dans l'ombre. Pendant qu'ils s'affairaient à détruire mon passé, je m'affairais à sécuriser mon avenir en me rendant au siège de la Française des Jeux pour réclamer mon gain de 5 millions d'euros. J'ai opté pour l'option de réclamation anonyme pour garder mon nom hors des journaux locaux pour le moment, car j'avais besoin de l'effet de surprise de mon côté. La réalité de la situation m'a frappé avec une force écrasante lorsque les fonds ont été virés et que j'ai vu ce nombre astronomique sur mon nouveau compte en banque. Voir ces zéros m'a donné un sentiment de sécurité et de pouvoir qui a complètement effacé la douleur de leur trahison et m'a permis de penser clairement pour la première fois depuis des années. Avec la liberté financière fermement en main, j'ai immédiatement signé un bail pour un luxueux appartement en attique offrant une vue panoramique à couper le souffle sur le majestueux Rhône. J'ai passé mes journées à remplacer ma garde-robe modeste par des vêtements de haute couture et à expérimenter le style de vie qui m'avait été refusé pendant que je subvenais aux besoins de ma famille ingrate. Cependant, bien vivre en privé ne suffisait pas, car je devais exécuter un plan qui exposerait leur traîtrise au monde de la manière la plus humiliante possible. Assise sur mon canapé en velours, regardant les péniches glisser sur le fleuve en contrebas, j'ai réalisé que la meilleure vengeance serait d'utiliser leur propre cupidité et leur vanité contre eux. J'ai contacté ma meilleure amie Sophie, qui travaillait comme organisatrice d'événements de premier plan dans la ville, et je l'ai invitée dans mon nouveau sanctuaire pour lui révéler la vérité. Je lui ai tout raconté sur le gain au loto, l'argent caché de l'indemnisation, et la manière cruelle dont mes parents et ma sœur m'avaient mise à la porte pour garder leur richesse pour eux seuls. Sophie a écouté, la mâchoire décrochée, avant que je ne déverrouille mon téléphone et que je lui montre l'application bancaire pour prouver que j'étais sérieuse quant à mes ressources. Le choc sur son visage était inestimable lorsqu'elle a réalisé que l'ami qu'elle pensait être sans abri était en fait multimillionnaire. Sophie a regardé l'écran avec de grands yeux et a haleté.
Mon Dieu, Jeanne, qu'est-ce que tu comptes faire avec tout cet argent? S'il te plaît, ne me dis pas que tu vas leur pardonner. J'ai pris une lente gorgée de vin rouge millésimé et j'ai souri mystérieusement. Leur pardonner? Absolument pas, Sophie. Je vais leur montrer exactement ce qu'ils ont jeté. Je veux organiser la plus grande fête que cette ville ait jamais vue. Nous avons passé le reste de la soirée à élaborer la stratégie parfaite pour ruiner la réputation sociale de Chloé en ciblant la seule chose qui lui importait le plus, sa popularité. Sophie a utilisé son réseau professionnel pour concevoir et envoyer des invitations électroniques exclusives à chaque parent et ami que nous connaissions, y compris tout le cercle de suiveurs superficiels de Chloé. L'invitation promettait une fête de luxe sur une péniche sur la Saône, tous frais payés, avec champagne et nourriture gastronomique gratuite, programmée exactement le soir de l'anniversaire de Chloé. Nous nous sommes assurés que l'invitation numérique ait l'air incroyablement exclusive et sophistiquée pour flatter la vanité des personnes que Chloé essayait désespérément d'impressionner. L'attrait d'un événement haut de gamme gratuit était trop fort pour que les gens superficiels dont Chloé s'entourait puissent y résister, même par loyauté. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de notifications de confirmation, prouvant que tout le monde, de mes cousins aux meilleurs amis de Chloé, avait accepté l'invitation sans une seconde d'hésitation. Ils étaient tous trop impatients de goûter à la belle vie pour se soucier de la sœur qui avait été laissée pour compte dans une maison en ruine. C'était pathétique de voir avec quelle facilité leur loyauté pouvait être achetée avec la promesse d'alcool gratuit et d'une balade en bateau. J'ai parcouru la liste des invités confirmés avec satisfaction, sachant que Chloé serait assise seule le jour de son anniversaire pendant que tous ceux qu'elle connaissait feraient la fête avec la sœur qu'elle avait tenté de détruire. Le dernier samedi du mois, les quais de Lyon étaient illuminés et plus animés que jamais, toute l'attention étant concentrée sur la magnifique péniche qui y était amarrée. Je n'avais reculé devant aucune dépense pour louer la péniche la plus luxueuse disponible et l'avais transformée en un palais flottant qui scintillait sur les eaux sombres de la Saône. Des milliers de roses blanches fraîches importées d'Amérique du Sud ornaient chaque rempart des surfaces, tandis que d'élaborés lustres en cristal suspendus au pont en plein air jetaient une lueur magique sur l'eau. L'air était empli de l'odeur de parfums coûteux et de la douce mélodie d'un groupe de jazz jouant en direct, tandis que les invités montaient à bord, émerveillés par le spectacle que j'avais créé. Je suis montée sur le pont supérieur, vêtue d'une robe de soirée bleu nuit à couper le souffle, incrustée de vrais diamants qui captaient la lumière à chacun de mes mouvements. Je marchais avec une confiance nouvelle à travers la mer de centaines d'invités qui levaient leurs coupes de champagne en mon honneur, un contraste saisissant avec la fille en uniforme usé qu'ils ignoraient autrefois. Chaque personne qui m'avait un jour méprisé ou qui avait cru au mensonge de Chloé cherchait maintenant mon attention, espérant apercevoir la femme qui avait organisé l'événement de l'année. Je leur souriais gracieusement tout en appréciant le poids des bijoux coûteux autour de mon cou, qui me servaient d'armure contre les souvenirs de ma pauvreté. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans le silence suffocant de notre maison délabrée, Chloé était assise seule à la table de la salle à manger, portant un maquillage épais qui semblait grotesque sous la lumière crue de la cuisine. Elle fixait d'un air absent un gâteau bon marché de supermarché avec des bougies non allumées, tout en vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes, pour ne recevoir qu'un déluge de SMS d'excuses bidons de personnes prétendant être malades ou occupées. Cela a dû être une agonie pour elle de réaliser que la loyauté de son cercle social était aussi fragile que son ego face à une meilleure offre. Elle était assise là, dans sa robe à paillettes, attendant une fête qui n'aurait jamais lieu, tandis que le silence de la maison vide se moquait de ses illusions de grandeur. Alors que l'horloge sonnait l'heure de pointe des réseaux sociaux, j'ai fait signe à l'équipe de production de commencer la diffusion en direct sur les écrans LED massifs positionnés autour de la péniche et de la retransmettre simultanément sur toutes les plateformes de médias sociaux. J'ai demandé au caméraman de zoomer spécifiquement sur le cercle intime et fidèle de Chloé, qui dansait avec enthousiasme sur la piste de danse et riait sans se soucier du monde. La caméra a balayé les visages des gens que Chloé connaissait depuis le lycée, les montrant en train de sabrer des bouteilles de champagne millésimées et de dévorer du caviar comme s'ils ne l'avaient jamais connu. J'ai pris le micro du pied et je me suis adressée à la caméra avec un sourire radieux, sachant que ma sœur regardait ce moment précis depuis son purgatoire solitaire. J'ai levé ma flûte en cristal bien haut et j'ai crié par-dessus la musique assourdissante pour m'assurer que ma voix porte clairement de l'autre côté de l'écran. Merci à tous d'être venus célébrer ma nouvelle liberté. Buvez à votre soif ce soir, c'est moi qui régale.
La réponse a été immédiate et assourdissante, la foule a éclaté en acclamations qui ont résonné sur l'eau et dans le ciel nocturne. Ils ont levé leurs verres vers moi et ont scandé à l'unisson avec une ferveur qui a dû être comme un couteau se tordant dans le ventre de Chloé. Longue vie à Jeanne. La meilleure fête de Lyon. De retour dans le salon, Chloé regardait l'écran avec horreur alors que les personnes qu'elle considérait comme ses meilleures amies la trahissaient pour un avant-goût du luxe auquel elle s'était toujours sentie en droit. Elle est devenue complètement folle et a commencé à fracasser des assiettes et à balayer les décorations bon marché de la table en hurlant à s'en écorcher la gorge contre l'injustice de tout cela. Elle tournait en rond dans la pièce comme un animal en cage, incapable de comprendre comment la sœur qu'elle avait rejetée était maintenant la reine de la ville. Mon téléphone s'est mis à vibrer violemment dans ma pochette. Et quand j'ai vu le nom de Chloé clignoter sur l'écran, j'ai su que l'appât avait été parfaitement pris. J'ai fait signe au DJ de couper la musique et j'ai connecté mon téléphone via Bluetooth au système de sonorisation massif de la péniche pour que chaque invité puisse entendre clairement la conversation. J'ai appuyé sur le bouton vert et j'ai pris une expression confuse alors que sa voix stridente retentissait à travers les haut-parleurs pour que des centaines de personnes l'entendent. Chloé n'a pas réalisé qu'elle était en haut-parleur alors qu'elle hurlait avec un mélange de pure jalousie et de rage débridée qui a réduit tout le pont au silence. « Qu'est-ce que tu fais, Jeanne ? Comment oses-tu me voler mes invités ? Où as-tu trouvé cet argent ? Rentre à la maison tout de suite. » Le bateau entier est tombé dans le silence en écoutant le désespoir pathétique de sa voix, qui sonnait encore plus laide dans un décor aussi élégant. J'ai attendu un instant que l'humiliation s'installe avant de répondre avec un calme qui l'a dévasté plus que n'importe quel cri ne l'aurait pu. J'ai souri à l'objectif de la caméra et j'ai dit doucement dans le micro, « Oh, Chloé, que dis-tu ? N'as-tu pas dit que tu n'avais plus besoin de moi ? Joyeux anniversaire solitaire. » J'ai appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel, et la foule a instantanément éclaté en rire et en applaudissements tonitruants qui ont sûrement résonné jusqu'à la maison où ma sœur était assise au milieu des ruines de son ego. Dès que la diffusion en direct s'est terminée et que l'attention de la ville était à son comble, Sophie m'a aidé à porter le coup de grâce qui allait anéantir leur réputation pour toujours. Nous avons capitalisé sur l'immense vague de curiosité générée par l'extravagante fête sur la péniche pour rediriger le regard du public vers la sombre réalité cachée derrière la façade de ma famille. Sophie s'est assise à côté de moi avec son ordinateur portable ouvert et a téléchargé un dossier numérique complet que nous avions méticuleusement compilé, intitulé « La vérité sur la famille Martin », sur tous les principaux forums communautaires et groupes de quartier de Lyon. Ce n'était pas simplement une diatribe ou un appel émotionnel à la sympathie, mais une présentation factuelle conçue pour démanteler leurs mensonges pièce par pièce. Le poste s'ouvrait sur des scans en haute résolution des documents légaux que papa avait signés, accusant réception des 500 000 € d'indemnisation, ce qui prouvait qu'il avait l'argent bien avant d'essayer de m'expulser. Juste en dessous de ces documents, nous avions joint les relevés de cartes de crédit montrant les dépenses exorbitantes de Chloé en sac à main et chaussures de créateur. Pendant la même semaine où il me pleurait la misère. Le contraste visuel entre leur richesse secrète et leur performance de dénuement était indéniable et dressait un tableau accablant de leur cupidité. Cependant, la preuve la plus dévastatrice était le fichier audio intégré tout en bas du poste, que nous avions intitulé « La réunion de famille ». Sophie et moi avons regardé en silence le compteur de vue du poste grimper en flèche en quelques minutes, car les gens étaient désespérés de comprendre le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Nous avions téléchargé l'enregistrement cristallin de cette nuit fatidique où les voix des membres de ma famille révélaient leur vraie nature sans aucun filtre. Le murmure froid de papa disant « Il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser d'elle », suivi de la déclaration méprisante de Chloé « On n'a plus besoin de Jeanne », a été joué sur des milliers d'appareils à travers la ville. C'était la preuve irréfutable qui leur enlevait toute possibilité de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu ou d'un conflit familial monté en épingle. La réaction de la communauté en ligne a été instantanée et féroce, le sentiment public passant de la curiosité à une indignation collective absolue contre la famille Martin. La section des commentaires a explosé de milliers de messages de colère de voisins et d'inconnus, horrifiés par la cruauté affichée dans l'enregistrement. Ils ont inondé les pages de réseaux sociaux de Chloé de commentaires haineux, dénonçant son hypocrisie et attaquant mes parents pour leur complicité dans un plan aussi cruel. J'ai parcouru le flot infini de vitriol, ressentant un étrange sentiment de détachement en lisant les mots d'étrangers défendant mon honneur.
Je me suis arrêtée en voyant un commentaire particulièrement incisif qui avait déjà recueilli des milliers de likes et je l'ai lu à voix haute à Sophie. Oh mon Dieu, comment des parents et une sœur aussi effrayants peuvent-ils exister? Ont-ils vraiment vendu leur propre enfant pour 500 000 €? Boycottons-les immédiatement. Sophie m'a tapé sur l'épaule avec enthousiasme et a pointé son écran où sa boîte de réception se remplissait de notifications des entreprises avec lesquelles Chloé travaillait. Les marques qui avaient précédemment sponsorisé le style de vie d'influenceuse de Chloé se précipitaient pour prendre leur distance avec le désastre de relations publiques qui consumait son image. Sophie a tourné l'ordinateur portable vers moi avec un sourire triomphant et a dit « Regarde ça, Jeanne. Les marques annulent leur contrat publicitaire avec Chloé en ce moment même. Elle est complètement finie. » Les retombées pour Chloé ont été immédiates et catastrophiques, alors qu'elle voyait tout son empire numérique s'effondrer en poussière en l'espace d'une seule heure. Chaque petite entreprise et marque locale avec laquelle elle s'était associée a publié des déclarations publiques rompant les liens avec elle pour éviter d'être associée à une femme qui avait escroqué sa propre sœur. Ses amis, qui faisaient actuellement la fête sur ma péniche, ont bloqué son numéro pour éviter les tirs croisés, la laissant complètement isolée dans le monde numérique qu'elle avait l'habitude de dominer. Elle n'a eu d'autre choix que de désactiver ses comptes et de s'enfermer dans sa chambre alors que la foule virtuelle démolissait ce qui restait de sa persona. Les conséquences pour mes parents ont été tout aussi graves, le scandale se propageant d'Internet au monde réel de notre quartier tranquille. Les voisins qui avaient autrefois écouté les histoires larmoyantes de maman les regardaient maintenant avec un dégoût non dissimulé et traversaient la rue pour éviter de passer près de leur maison. Quand papa a essayé d'aller au supermarché, il a été accueilli par des chuchotements et des doigts pointés vers lui comme l'homme qui avait vendu sa fille pour un chèque. La pression de la honte publique et la prise de conscience que leur réputation était détruite ont provoqué l'effondrement de la structure interne de la famille. Ils ont commencé à se disputer entre eux, papa blâmant maman de ne pas avoir été assez prudente et Chloé hurlant sur eux deux pour avoir ruiné son avenir. Ils étaient piégés dans cette maison ensemble, avec leur argent qui diminuait et leur ressentiment, tandis que la ville de Lyon les regardait s'effondrer. 6 mois après cette fête fatidique, alors que les feuilles dorées de l'automne commençaient à couvrir les rues de Lyon, le passé en décomposition est venu frapper à nouveau à ma porte. La famille Martin avait sombré dans une ruine financière complète plus rapidement que quiconque aurait pu l'anticiper, en raison d'une combinaison de stupidité et d'arrogance. Ils avaient dilapidé l'argent de l'indemnisation à un rythme effréné en achetant des voitures de luxe pour maintenir les apparences et en faisant des investissements désastreux dans des projets commerciaux douteux qui promettaient des rendements rapides. Pour ne rien arranger, le fisc avait lancé une enquête complète sur leurs finances après avoir découvert qu'ils avaient frauduleusement sous-déclaré l'argent de l'indemnisation pour éviter de payer leur juste part d'impôt. Les amendes et les frais de justice qui en ont résulté avaient drainé jusqu'au dernier centime qu'il leur restait, les laissant avec absolument rien d'autre que les vêtements sur leur dos et une montagne de dettes. Ils ont réussi à retrouver l'adresse de la résidence sécurisée où je vivais et se sont rassemblés devant le portail, ressemblant à des fantômes de ce qu'ils étaient autrefois. J'ai regardé les images de la caméra de sécurité depuis mon appartement et j'ai vu 3 silhouettes décharnées debout nerveusement près de l'interphone, qui ne ressemblaient en rien aux personnes arrogantes qui m'avaient mise à la porte. Papa avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs décennies, les épaules voûtées et le teint gris, tandis que maman paraissait fragile et terrifiée, serrant son sac à main de ses mains tremblantes. Il semblait si pathétique et petit contre les imposants portails en acier de mon immeuble qu'il était presque difficile de croire que c'étaient les mêmes personnes qui avaient autrefois eu tant de pouvoir sur moi. Je les ai regardés sonner à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'active enfin l'écran vidéo pour entendre ce qu'ils avaient à dire après tout ce temps. Papa et maman ont immédiatement collé leur visage à l'objectif de la caméra, les larmes coulant sur leurs joues alors qu'ils réalisaient que j'écoutais. Ils ont commencé à implorer mon pardon avec un désespoir pénible à voir, car il était entièrement né de la nécessité plutôt que d'un remords sincère. Maman sanglotait bruyamment dans le haut-parleur, espérant que ses larmes laveraillant la cruauté qu'elle m'avait infligée à peine 6 mois plus tôt. La voix de Bernadette s'est brisée dans le haut-parleur alors qu'elle suppliait « Jeanne, s'il te plaît, écoute-moi, je sais que nous avons eu tort. Ouvre la porte à tes parents pour que nous puissions parler correctement. Nous sommes une famille, tu ne peux pas abandonner ta mère et ton père comme ça. » Gérard s'est penché à côté d'elle et a ajouté d'une voix faible et tremblante qui n'avait plus rien de son autorité passée, « Je suis tellement désolée, ma fille.
S'il te plaît, sauve notre famille juste cette dernière fois, et nous promettons de ne plus jamais rien te demander. » J'ai déplacé mon regard vers la silhouette qui se tenait silencieusement derrière eux, et j'ai vu Chloé, le regard fixé sur ses chaussures éraflées, n'osant pas lever la tête. La sœur arrogante qui exigeait ma paix et se moquait de mes vêtements avait disparu, remplacée par une femme vaincue qui avait tout perdu, y compris sa fierté. Elle avait l'air misérable et brisée dans un manteau bon marché trop fin pour le froid automnal, servant de rappel vivant de là où mène la cupidité. Les voir dans cet état ne m'a pas procuré la vague de joie que je pensais, mais cela ne m'a pas non plus attristée. Je les ai regardés une dernière fois à travers l'écran numérique et j'ai ressenti un profond sentiment de légèreté, comme si la dernière chaîne qui me liait à eux venait enfin de se briser. J'ai appuyé sur le bouton de conversation et j'ai parlé avec un calme qui signalait la fin absolue de notre relation. J'ai articulé chaque mot clairement pour m'assurer qu'ils comprenaient que ce n'était pas une négociation, mais un verdict final sur leurs actions. J'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra et j'ai dit « Vous m'avez vendu pour 500 000 €. La transaction s'est terminée le soir où vous m'avez mise à la porte. Ne revenez jamais ici. » J'ai éteint le moniteur sans attendre leur réaction et j'ai immédiatement pris le téléphone pour appeler le poste de sécurité de l'immeuble. J'ai demandé que les gardes éloignent les 3 individus qui flânaient devant le portail pour harcèlement et trouble à l'ordre public. Je ne suis pas resté pour les regarder se faire escorter, car ils ne faisaient plus partie de mon histoire. Je suis sorti sur le spacieux balcon où le vent frais du Rhône caressait mon visage, emportant avec lui l'odeur de l'automne. Je me suis assise dans le fauteuil moelleux et j'ai porté une tasse de café fumant à mes lèvres pour prendre une gorgée lente et délibérée. Le café noir avait un goût amer mais merveilleusement doux en réchauffant ma poitrine et en m'ancrant dans le moment présent. J'ai souri en regardant le fleuve couler paisiblement en contrebas, réalisant que j'étais enfin le capitaine de mon propre destin. L'histoire de Jeanne se termine ici, mais elle nous laisse une leçon profonde sur la vraie valeur de la famille et du respect de soi. Nous grandissons souvent en croyant que partager le même sang crée automatiquement un lien qui doit être préservé à tout prix, mais cette histoire prouve que ce n'est pas toujours vrai. Parfois, les personnes qui partagent votre ADN sont celles-là même qui drainent votre énergie et exploitent votre gentillesse pour leur propre profit. La plus grande leçon du parcours de Jeanne est le courage qu'il faut pour couper les ponts avec les relations toxiques, même lorsque ces personnes sont vos parents ou vos frères et sœurs. La piété filiale ne devrait jamais signifier se laisser piétiner ou abuser par ceux qui sont censés vous protéger. La cupidité peut facilement aveugler les gens à l'amour qu'ils devraient avoir les uns pour les autres, mais votre propre intégrité et votre résilience seront toujours votre bouclier le plus solide. Lorsque vous apprenez à vous aimer et à vous valoriser suffisamment pour dire non, la vie finit par vous récompenser avec la paix et le succès que vous méritez. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous sauve, car vous êtes la seule personne capable de diriger votre propre vie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter le parcours émotionnel de Jeanne vers la justice et la liberté. Nous apprécions vraiment votre soutien et espérons que cette histoire a résonné en vous. Que pensez-vous de la décision de Jeanne d'appeler la sécurité à la fin? A-t-elle été trop dure avec ses parents ou était-ce le prix exact qu'ils méritaient de payer pour leur trahison? N'hésitez pas à partager vos pensées et opinions dans la section des commentaires ci-dessous, car nous adorons vous lire. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer notre prochaine histoire dramatique. Au revoir pour l'instant et à bientôt dans la prochaine vidéo.